La vente, pourquoi et qu'est-ce que ça signifie? Je reformule la question. Qu'est-ce qui a amené à la vente? Parce que c'est ça, en fait, le... Alors, déjà, première réponse, mon cher Daniel, c'est que moi, ma boussole, c'est qu'est-ce qui est bien pour le club. Ce n'est pas mon avenir personnel. Bon. Alors, pourquoi la vente? Vous connaissez notre histoire depuis 2012, le monde amateur que Kevin connaît. Au bout de 4 ans, on est monté en Ligue 1. On a essayé de se maintenir à chaque fois. Et au bout de quelques années, moi, j'ai eu le sentiment, avec mes proches actionnaires, qu'on arrivait un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire. En termes de recettes, notre stade était plein à chaque fois. Le stade de la Méno, on faisait à peu près 25 millions de chiffre d'affaires qui plafonnait les 3 ou 4 dernières années. Et nous, on dépensait toujours en fonction de nos revenus, mais qui n'augmentaient plus. Donc, chaque année qui passait, on se heurtait un petit peu à un plafond. L'autre chose qui m'a fait évoluer rapidement aussi, c'est la Ligue 1 qui est passée de 20 à 18. Et moi, j'ai estimé que le risque de retomber en Ligue 2 était beaucoup plus fort à 18. Et d'ailleurs, on l'a vu ces dernières années. Saint-Étienne est retombé, Montpellier est tombé, Reims vient de tomber, Bordeaux. Des clubs importants peuvent tomber. Après, il y a eu d'autres investisseurs étrangers qui sont arrivés. Donc ça, c'est un vrai changement un petit peu dans le puzzle du football. Et après aussi, peut-être des raisons plus strasbourgeoises. Mais ça veut dire qu'il manquait de l'argent, vous vouliez plus d'argent. Quand on dit on plafonnait en termes éco, ça veut dire que pour le développement du club. À ce niveau-là, il y avait la crainte que ça puisse tourner mal un jour. Alors, nous, on était un club sain financièrement, on était positif chaque année, on mettait l'argent de côté en fonds propres, justement pour le projet qui a aussi été un élément de réflexion, c'est le projet du stade. C'est un projet qu'on a commencé en 2017. Moi, j'ai travaillé avec les collectivités et les autorités politiques pour rénover le stade de la Méno. C'est un projet de 185 millions qui a été lancé maintenant physiquement dans les travaux depuis presque 2 ans. Et nous, on doit amener aussi 25 millions dans ces 185 millions. Donc, entre les éléments extérieurs, le changement de certaines réglementations, le fléchage aussi, je crois, de l'argent aujourd'hui dans le foot, plus vers les clubs européens, le stade qui arrivait, pour nous, les actionnaires alsaciens, et notamment moi qui étais l'actionnaire principal, notre réflexion, c'était, en responsabilité, comment faire grandir encore le Racing et comment lutter un jour pour les places européennes, là où Strasbourg doit être et là où tu peux capter l'argent. Et donc, on a cherché à travers une banque, Centerview, et là, j'arrive à la multipropriété. Daniel, en réalité, on peut dire la multipropriété, mais les gens intéressés par les clubs de foot, en tous les cas, il y a 2 ans, étaient plutôt des investisseurs étrangers et qui travaillaient en multipropriété. Et on a eu 2 offres et on a conclu avec Blueco. Blueco, c'est un consortium américain qui avait acheté Chelsea 1 an avant. Et effectivement, on est rentré un peu dans cette multipropriété avec Blueco et Chelsea. Et là, je précise tout de suite, moi, je n'ai pas de leçon à donner sur la multipropriété. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique. Il y a différents types de multipropriété. Oui, ça, Ce qui est sûr, Daniel, c'est que ce n'est pas « tiens, Strasbourg a essayé ça ». C'est un mouvement de fond aujourd'hui en Europe et dans le monde entier. Il y a plus de 400 clubs qui travaillent aujourd'hui en MCO. Donc, nous, on s'est orienté vers ça. Et je dois dire, mais on peut rentrer dans les détails, que quand on signe, bien sûr, on s'est rencontrés quelques fois, le club était sain, je l'ai dit, aucun contentieux, le stade était plein, on a un projet de stade, on s'en sortait plutôt bien sportivement, mais on a estimé que pour que le Racing puisse avoir un avenir pérenne et plus ambitieux, le statu quo n'était pas une option. Alors, ambitieux, sur ce mot, je vais m'arrêter parce que l'autre mauvaise image de la multi, c'était justement de dire il n'y a plus vraiment d'ambition. Alors, c'est là qu'on a besoin d'explications. Parce qu'en fait, ça va devenir juste une filiale. Le club où Chelsea va envoyer des mecs se refaire la cerise ou des jeunes s'aguerrir et puis après ils partiront, ils vont pas rester et en gros ça va perdre un peu de son âme. C'est ça qu'on entendait, Daniel, et qu'on entend toujours d'ailleurs. Ce que vous dites, c'est finalement ce qu'on entendait un petit peu, mais pour moi c'est une caricature du fonctionnement aujourd'hui qu'on a avec Chelsea et Blueco. Moi ce que je peux simplement dire, c'est que j'ai envie que Blueco réussisse. Je pense qu'ils nous ont donné les moyens d'être plus ambitieux et de lutter, j'espère, chaque année pour les places européennes. On peut donner quelques chiffres sur le mercato, d'ailleurs, Marc. Oui. Sur l'investissement depuis que Blueco est arrivé par rapport à l'investissement précédent. Gilbert, tu les connais aussi bien que moi, nos investissements. À part Habib Diallo, qu'on avait acheté 10 millions à Metz, en général, on ne dépassait pas 2, 3 ou 4 millions, maximum. On était un club sain financièrement, on dépensait jamais plus que nos recettes,
on était un club équilibré, sécurisé. Par contre, depuis que Blueco est arrivé, je pense que les investissements ont dû monter sur 18 mois entre 120 et 135 millions d'euros. Sans compter... Ah oui. Oui, mais pour être dans la continuité de ce que disait Daniel, c'est des joueurs qui ont vocation ensuite à aller à Chelsea. On parle déjà des mégas. André Santos qui était chez vous, qui est reparti là-bas. Ces gros investissements-là, c'est pas des joueurs forcément qui sont voués à rester à Strasbourg sur le long terme. Le petit souci qu'on a, c'est que quand moi j'étais propriétaire du club, pendant 12 ans, on a été très stable dans les joueurs. On les gardait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Thomasson, Ajor, Xels, Bellegarde et plein d'autres. On a habitué un petit peu les gens à une certaine stabilité. Et pourquoi on jouait ça? Parce que on n'avait pas besoin de vendre pour équilibrer. Et nous, on privilégiait toujours le produit, nos résultats. Moi, je pense que le plus important dans un club, c'est de satisfaire son public. Et nous, on voulait des résultats. On ne cherchait pas à mettre de l'argent de côté. On voulait juste sécuriser le club. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Blueco, on est plus ouvert à ça. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, c'est extrêmement clair dans tous les clubs. À part 1 ou 2 clubs, Real peut-être ou le PSG, tous les clubs doivent changer et faire évoluer les effectifs tous les 2 ou 3 ans. Donc, ce n'est pas propre à ça. Ça, c'est une tendance générale. qu'on constate, qui est une tendance européenne, voilà. En dehors d'une poignée de clubs, on va dire, de la grosse élite, qui ont les moyens de les garder longtemps. Exactement. Et la politique que Blueco a souhaité mettre en place, c'était rajeunir l'équipe. Mais on savait qu'on devait le faire puisqu'on avait stabilisé nos joueurs pendant 4 ou 5 ans. Donc, on a rajeuni, mais nous, on ne parle plus d'âge. Quand on recrute, que ce soit de l'académie ou de l'extérieur, on vise qualité et mentalité. Et après, je rajoute, Daniel, quelque chose qui est très important, les joueurs prêtés par Chelsea, où j'ai entendu beaucoup de choses. Vous avez le choix pour ces joueurs-là? Justement, vous parlez de qualité, mentalité, c'est un peu ce que tous les clubs recherchent, peu importe le niveau. Et est-ce que vous avez le choix, justement, de choisir le joueur qui vous est parce que plusieurs peuvent vous être proposés, mais est-ce que vous pouvez dire, lui, dans la mentalité, on pense que ça ne va pas le faire dans un club, entre guillemets, filial ou partenaire? Alors, on connaît pas les joueurs. Ça existait dans les prêts, notamment. Non, mais Kevin, on ne connaît pas les joueurs de Chelsea comme les dirigeants de Chelsea. Mais on travaille, pour moi, main dans la main, d'une manière très intelligente, à l'époque avec Loïc Désiré, qui travaillait avec les directeurs sportifs de Chelsea. Ils échangeaient ensemble. Moi, j'ai poussé aussi, bien sûr, à un moment donné, pour Petrovic ou André Santos, voir Wiley, parce qu'on pensait qu'il fallait des joueurs de cette qualité pour nous aider. Chelsea a accepté de nous les prêter. Et on peut dire que sur cette année, au-delà de la qualité qui était connue, il y a un truc sur lequel on ne s'est pas trompé. Ils étaient heureux d'être à Strasbourg. Belle mentalité, ça c'est ça. André Santos était en larmes pour son dernier match. Donc moi, je trouve que on pouvait penser que les joueurs prêtés viennent à reculons à Strasbourg. Mais en tous les cas, ils repartent avec beaucoup de regrets et beaucoup de plaisir sur l'année qu'ils ont passée. Donc, ambition, c'est d'être européen. C'est pas d'être juste la filiale de Chelsea. C'est d'être en haut. Lutter pour les places européennes chaque année et idéalement jouer l'Europe, y rester. C'est très clair que si on veut exister aujourd'hui dans l'organisation du foot qui s'est mis en place avec le fléchage de l'argent, les droits UEFA ont explosé depuis quelques années. Je donne un chiffre qu'on a entendu à l'AG de la Ligue il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans, les droits UEFA pour les clubs européens français, c'était autour de 200 millions. Il y a 1 an, c'est monté à 300 et cette année, c'est monté à 400. Ce qui veut donc dire que la tendance actuelle, c'est que les droits internationaux augmentent, les droits domestiques baissent et les droits UEFA explosent vers le haut. Donc, c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Il faut essayer d'être compétitif pour les 6 ou 7 premières places pour capter aussi là où aujourd'hui, on peut avoir des revenus. Et ça veut dire qu'on va vers 2 niveaux clairement de championnat. Il y aura les clubs qui jouent l'Europe et les autres. Bien sûr, il y a un fossé énorme qui va se créer. On est à fond là-dedans. Alors, dans tous les cas, Gilbert, ce que je peux dire, c'est que... C'est la fausse Super League, en fait. Si on n'avait pas fait le changement capitalistique à Strasbourg, nous, les actionnaires alsaciens, on n'aurait pas pu assumer les investissements que Blueco a fait, c'est très clair, et on aurait fait ce qu'on a fait pendant 10 ans, c'est de dire, on va essayer de faire le mieux possible, sans prendre trop de risques, parce que pour nous, la santé financière était aussi importante que les résultats sportifs. Alors, avec la crise financière, vous auriez été dans la merde. On aurait été en grande difficulté. Et je rajoute encore quelque chose qui est pour moi un élément important. Sur les 185 millions d'investissement du stade, on s'était engagé, le club, donc moi, à mettre 25 millions du club pour participer aux travaux. Et cette année, dans une année où il y a eu des difficultés de droit télé, où notre stade était fermé à 30%, eh ben, Blueco a mis les 25 millions aussi, qu'on devait mettre. Donc, c'est très clair et c'est évidemment très compréhensible. Il fallait être aidé par un partenaire financier important
pour traverser cette saison que moi j'estimais la plus difficile. Et heureusement, on fait une bonne saison et en plus on est 7e. Mais justement, dans cette bonne saison, il y aurait pu y avoir un problème, Marc. Et ça, c'est un autre problème qui est mis en avant quand on parle de multipropriété, c'est que en avril, on a commencé à dire et si le Racing allait en Ligue des Champions? Alors, Et là, Chelsea y va, le Racing y va, et là, c'est à chaque fois la question qu'on se dit, c'est bon, ils peuvent pas en même temps, donc il faut magouiller l'organigramme, il faut changer les statuts. Et ça devient un vrai problème qui fait perdre. Ça c'est, pour moi, c'est le point noir de la multi. Alors, Daniel, là, vous parlez de l'article 5 des règlements de l'UEFA ou de la Champions League qui n'autorise pas un même propriétaire à jouer la même compétition. Donc, ces dernières années, quelques clubs en MCO ont été confrontés à ça. Ouais. Et Toulouse et le Milan AC. C'est Brighton avec un club belge. Donc, nous, avec Chelsea et Bluco, on s'est préparé à cette éventualité. Ça veut dire que si on était dans la même compétition, il fallait créer un blind trust au-dessus du club pour séparer totalement les activités des deux clubs. On voulait se mettre en règle avec l'UEFA. Quelque part, in fine, à la fin de saison, ils jouent la Champions League. Nous, j'espère qu'on jouera la Conference League. Donc, on n'est pas confronté à ce problème-là. Mais on aurait pu être confronté. Et l'autre conséquence, qui aurait été embêtante quand même pour nous, on ne pouvait pas se faire prêter des joueurs de Chelsea. Et très clairement, je pense que pour Strasbourg, ça aurait été un vrai handicap. Ça, c'est un peu une limite dans la multi. Ouais, c'est un point. Mais je peux comprendre aussi que... Ça, c'est le jour où on va être confronté à ce truc-là, où on va vraiment voir les deux clubs sont en Ligue des Champions. Et T'as vu ça, t'as eu City et Gérone qui sont du City Group, t'as eu Leipzig et Salzbourg, Red Bull, ils étaient ensemble. T'as plus de prêt de joueurs. Mais il arrivera un jour un autre problème, c'est quand les équipes se rencontreront dans des matchs décisifs. Donc, c'est Gilbert anticipe ce que j'allais dire. On a vu le problème dont vous parlez, mais après, peut arriver ce problème. On est dans la même poule, le tirage au sort. Merde alors. Tu vois, ça va être à un moment ou à un autre, il faudra résoudre ce truc-là. En tous les cas, la multipropriété est un phénomène massif dans le monde et particulièrement en Europe. Et bien sûr, il faut trouver une certaine régulation. Alors, c'est fait, par exemple, en Première Ligue. Chaque fois qu'il y a un transfert ou un prêt entre deux clubs d'un même propriétaire, on passe par une commission, on appelle ça le fair market value, c'est-à-dire qu'on essaie de voir si les prix de prêt ou de transfert correspondent à la réalité, hein, ou plutôt au vrai prix. Ce qui est plutôt normal. Mais c'est plutôt normal. La FIFA... Mais heureusement pour Textor, il n'a pas de part dans Nottingham Forest, donc ça passe les trucs avec Marina. Moi, je parle de Strasbourg. Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'à Lyon, on a vu des trucs un peu bizarres. Pour résumer, vous avez été l'exemple pour le football français, en tout cas pour les clubs qui malheureusement sont tombés au niveau amateur. Je dis que vous l'avez été parce que vous l'avez été par exemple pour Bastia qui a réussi à remonter aussi, ou pour Sedan qui essaye de le faire. Le Mans aussi l'a fait. Et en gros, votre objectif, et pour l'instant, on peut constater que, en tout cas avec le choix des joueurs, le choix de l'entraîneur aussi, dont on pourra parler, qui est excellent. Mais en gros, vous avez été un exemple pour tout le monde dans ce domaine-là. Vous essayez d'être maintenant un exemple dans la multipropriété, dans une collaboration à deux avec Bluco et Chelsea, quoi. En tous les cas, je reprends ce que Daniel disait avant, on a eu une histoire formidable pendant 12 ans. Pour les raisons que j'ai évoquées, le statu quo n'était pas une option, il fallait bouger. Et maintenant qu'on a bougé avec de la multipropriété et un partenaire financier qui est Bluco, moi, en tous les cas, dans ma fonction de président, j'essaie de tout faire pour que ce mariage se passe bien et que le club puisse aller encore plus haut.